La création des milices par le pouvoir a constitué un tournant dans la tragédie algérienne. La distribution d'armes à une certaine catégorie de civils, et donc la privatisation de la guerre, a eu non seulement pour but de soulager l'armée, mais surtout de transformer un conflit entre un régime honni et une partie de la population en une véritable guerre civile entre Algériens. Ces milices sont mises en place plus particulièrement dans les zones rurales, isolées et pratiquement abandonnées par l'État. L'ensemble des enlèvements sur le territoire national, c'est le DRS qui chapeautait l'ensemble de la méthode d'enlèvement ou la torture ou l'exécution sommaire, etc. C'est bien la sécurité militaire qui est derrière une grande partie avec la milice. Parce qu'eux, ils travaillent ensemble. Il y avait une pression sur les familles disparues, enfin, de l'enlèvement de la victime, parce que c'est des gens qui étaient considérés comme terroristes. Parce qu'à l'époque, on leur donnait le nom, la famille des terroristes. Ce n'est pas les familles disparues, c'est les familles des terroristes. Et puis avec la Ligue, on a essayé de faire notre possible. On est arrivé à enlever ce mot des bouches des gens. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des victimes disparues. C'est des gens qui ont été chez eux. Un terroriste quand il est armé, un terroriste quand il a une arme quand il est dans les maquis, c'est un terroriste. Mais quand on arrête quelqu'un chez lui, ce n'est pas un terroriste, c'est un disparu, c'est une victime. Alors ça, c'est la reconnaissance de ma qualité de moudjahid, qui m'a été faite en 1983 par le ministre des anciens moudjahidines. Vous voyez, Ismaël Mohamed, la date de naissance, Ktira Rolizan, la guerre de libération en 1983. Et en 1999, on me retire l'affiche. On te l'a retiré en quelle année? En 99. Ouais. Janvier 99. 1999. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis contre le pouvoir, c'est tout. Parce que je suis derrière le problème des disparus, j'ai dérangé le pouvoir pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé par des menaces, ils ont essayé de m'acheter avec l'argent, ça n'a pas marché. Donc alors il m'a retiré la fiche pour m'accuser d'être collaborateur de l'armée française, d'être du côté de la France, d'être toujours considéré comme l'ennemi de l'Algérie, etc. كي داونا قاعدوا يعذبوا فيه. شكون هما؟ الجدارمية قاعدوا يعذبوا فيه قبضني ليلتين ويومين وهما يعذبوا فيه ويجيبوه. قالوا لي روح نسرحوك ومن بعد تكاكاو بيك. انا كي قعدت ندي له في الماكله نطرحها غير عند الحيط وروح نخليها. وليت كي نجي نسيب الماكله ندي ماكله ونجيب الماكله. كاين قاعد واحد الجدارمي ظنيت فيه الخير قالوا ودي الله يجيب من واحد اخر. قعدت نتبع فيه حتى ما عرفت وين قاعد دوه، ما عرفت لا طاروا به ولا نزلوا به. قعدنا دايرين المسيره حتى العام اللي فات باش تركت له. ايش تطلبوا في هذه المسيره؟ نقول لهم بينهم من ليلهم حيين ولا موتى. هذا ما قلنا لهم كاع. قلنا لهم بينهم من ليلهم حيين. اعطوهم لنا الهم موتى ندفنوهم. ما قلنا لهم لا عوض لا دراهم. قلنا لهم بينهم من ليلهم حيين ولا موتى. ومن بعد الوئام الوطني؟ بعد الوئام الوطني اللي دار بوتفليقه هذا المصالحه. احنا قعدنا واقفين حتى انت درت ملف؟ درت ملف عوضوا لك؟ عوضوا لك. ما دارش ربي لا راه سيدي محمد في العيد. ربي خلص. انا في اللوطوبوت ولا هاك قصدر فيه. وراه يبقى هنا لوك ويشوف فيه. Il a rencontré le bonhomme qui était parmi le groupe qui a enlevé son père. Il le regardait hautement, quoi, pour le provoquer. Il le regardait avec provocation. Il ne peut rien faire parce qu'il y a le problème de réconciliation qui a été imposé, le fameux article 45 et 46 de la charte, qui prévoit des sanctions contre toute personne qui accuse ou qui revendique ou qui part de la tragédie. Donc il ne pouvait rien faire. Et il rencontrait souvent l'assassin de son père.
Les gens s'interrogeaient. Les gens s'interrogeaient. Et puis, comment on a su, il y avait un patriote qui a été tué par Fergan. Il est dans le livre. Je parle de lui dans le livre. Qui n'était pas un ami, mais une connaissance. C'est un ancien moudjahid, lui aussi, c'est un ancien résistant, qui n'était pas d'accord avec ce que faisait la milice. Et puis il commençait à parler des exécutions sommaires. Il a dit, vraiment, ce qu'on fait actuellement, pas pour défendre le pays, on est plus pire que les terroristes. Il y a des gens qu'on exécute et qui on enterre dans des endroits, dans des oueds, dans des ravins, dans des endroits cachés, dans des endroits isolés, etc., etc. Et puis à cette époque, il y avait encore des gens qui habitaient la zone rurale, les zones là où il y avait les charniers. Il y avait des bergers dans les environs et qui ont assisté parfois à des enterrements. Ils ont vu des gens qui venaient avec des véhicules civils, enterrer d'autres personnes, avec du matériel qui appartenait à la commune, parce qu'on utilisait des pelles des fois pour creuser les charniers. Et ils ont commencé à parler. Ils avaient peur à l'époque, dans les années 96, 97, les gens avaient peur de dire quoi que ce soit, ils ne faisaient pas confiance, ils ne pouvaient pas parler à n'importe qui. Et puis quand ils ont vu les déclarations de la Ligue sur les journaux, des conférences de presse que j'ai tenues contre le pouvoir, contre les arrestations arbitraires, contre ces massacres, etc., ils sont venus me voir pour me dénoncer les charniers, pour me montrer avec exactitude les endroits des charniers. Eux qui étaient là, ils les ont localisés, et à leur tour, ils me l'ont fait montrer, et puis moi j'ai commencé à... J'ai fait des déclarations en ce qui concerne ces charniers depuis 1998, ça a commencé. Et j'ai été poursuivi à plusieurs reprises pour diffamation et dénonciation de crimes imaginaires, etc., etc., par le pouvoir. Pour appuyer mes déclarations, pour montrer au pouvoir et à l'opinion nationale et internationale que ces charniers existent, là j'ai commencé les exhumations des charniers, en 1999. 4 ou 5 charniers du côté de l'Hmadna, là où j'étais arrêté, les ossements ont été déplacés, disparus, et puis le matériel avec qui j'ai pris des photos il a été confisqué à ce jour. Une caméra et un appareil photo. J'étais sous surveillance, je ne pouvais plus bouger à l'époque, où j'ai été mis sous contrôle judiciaire, et je ne pouvais pas travailler. J'ai gardé ça pour moi jusqu'en 2003. En 2003, j'ai exhumé un charnier, mais cette fois j'ai pris mes précautions. J'ai pris un appareil photo avec moi, une caméra, et puis j'ai photographié et filmé le charnier. Moi j'étais convaincu que l'ensemble des disparus en lui ont été exécutés. Personne, pas de vivant. Parce qu'il ne pouvait pas, parce que l'État ne pouvait pas enlever une centaine de bonhommes, tuer 40 ou 50 et laisser 40 ou 50 comme témoins. Donc il fallait faire disparaître l'ensemble des disparus, ceux qui ont été enlevés arbitrairement, illégalement, dans noctures, etc. Il fallait les faire disparaître une fois pour toutes pour ne pas laisser la trace. C'est ça, la vision de ces gens, mais ils se sont trompés. Alors là, je vais vous montrer un charnier qui a été exhumé par les services de sécurité. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un charnier qui a été exhumé par les services de sécurité. Les services de sécurité, ils étaient tout à fait indépendants et libres de faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont choisi cet endroit, comme tu vois, ils ont tracé des pistes comme ça, c'était uniquement pour des charniers, pour des déplacements des charniers. C'était à l'occasion du terrassement, de l'installation de la conduite que les ouvriers ont découvert un charnier de 22 cadavres. J'ai dénoncé, et c'est pour ça que j'ai été condamné à 1 année de prison ferme pour dénonciation de crimes imaginaires. J'ai pris des photos de l'exhumation, à l'époque c'était tout neuf, je suis venu, j'ai pris des photos de l'exhumation et puis rien ne s'est passé. Là, l'ensemble, 90% des disparus de Roulisane
sont enterrés il y a des charniers dans ces endroits qui étaient à l'époque zone interdite à la circulation et personne ne circulait de ce côté-là. Et qu'il avait toute une liberté, les militaires ou la milice, pour enterrer, faire de cette zone une zone de malheur, quoi. Zone de malheur. Alors pourquoi on parle? On dit qu'ils connaissent parfaitement les endroits pour mettre un terme à ce problème disparu, qui nous aide à localiser d'autres charniers qu'on ne connaît pas, exhumer les victimes, identifier les victimes et les remettre à la famille pour faire un deuil. C'est ce que demandent les familles, c'est tout. Ça, c'est la région de Sidi Mohamed Ben Ouda. Je parle dans mon livre, c'est une région qui est renommée pour... Et une grande partie de la milice fait partie de cette localité. Seulement, il y a actuellement des militaires, on ne peut pas filmer. Ok, tu la prends? Ouais. Alors c'est là où il y avait la caserne de la milice. Là, il y avait des conteneurs dans lesquels ils fermaient les victimes. Ils ont été torturés ici, ils sont torturés, interrogés, etc. Ils séjournent pendant 2 ou 3 mois et puis ils sont exécutés et enterrés dans les endroits les plus proches de la caserne, ici, dans les environs. C'est bon? C'est bon. Voilà. Vas-y. Voilà. C'est ça l'endroit, le vrai endroit. C'est ici. Et tu prends le paysage en même temps. C'est ici qu'ils ont bougé qu'ils ont fait disparaître ensuite. Là on a trouvé, parmi les cadavres, celui de Saïdan Abd. On a pu identifier le cadavre de Saïdan Abd, parmi les ossements trouvés. Celui avec le survêtement. C'est le seul qui portait un survêtement. Et c'est grâce à ce survêtement que nous avons pu le connaître à travers la déclaration de sa famille. Ah ouais. Ok? Il y a d'autres ossements, mais ils étaient déshabillés, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis il y avait un autre en bas, juste en bas. Ok? Il y a un camion qui vient. Là, il vaut mieux partir.